Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de Mélodie de ma vie. Et aujourd'hui, à Mélodie de ma vie exceptionnelle, puisque nous avons le bonheur de recevoir Serge Lama. Bonjour Serge, comment allez-vous? Je vais très bien, merci de me recevoir. Et merci à vous d'être ici. Vous êtes un petit peu chez vous êtes chez vous sur Mélodie, bien sûr, et vous êtes doublement chez vous ici, puisque nous sommes à la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Exactement, oui, je suis auteur depuis toujours, depuis même l'âge de 11 ans et demi où j'ai écrit ma première chanson. 11 ans et demi 11 ans et demi, oui, et que j'ai enregistré dans un disque il y a 2 ans, 3 ans, La Ballade du poète. C'est ma première chanson. Vous êtes très très attaché à la défense du droit d'auteur. C'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose pour lequel il vous est arrivé de vous mobiliser? Je suis surtout attaché à la défense de la chanson. C'est bizarre, pour moi c'est pas tout à fait la même chose. Alors le droit d'auteur, c'est très compliqué, je suis très inquiet pour les jeunes parce que moi j'ai fait ma vie, j'ai fait ma carrière, mais aujourd'hui comment vivront les jeunes auteurs, comment pourront-ils subsister jusqu'à la réussite, quoi? Qu'on peut écrire pour les autres en attendant d'arriver à soi-même, à devenir... à se trouver soi-même. À se trouver soi-même. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et puis je trouve que la chanson, en tant que telle, est quand même un peu... Maltraitée? Oui, un peu maltraitée. En tout cas, la partie texte. Pas la partie musique, c'est continu, mais c'est plutôt des gimmicks. C'est plutôt des gimmicks que des musiques. Et les textes proprement dit, ça devient presque des sons qu'on met comme ça, avec un fond de sens pour donner quelque chose à la chanson. Et parfois ça marche. Parfois, et ça vous navre, ça? Ça me navre parce que moi j'ai été élevé par les plus grands auteurs et les plus grands compositeurs qu'on puisse imaginer, quoi. Dont nous allons parler tout au long de ce rendez-vous. Forcément. Je trouve qu'il y a un grand vide, quoi. À part Stromae qui a trouvé une voix, qui a trouvé quelque chose de très moderne, de très nouveau, et qui justement met rapidement du sens pour répéter ensuite beaucoup les mots, comme on le fait comme une pub de télévision. Des gimmicks. Et des gimmicks, mais avec une esthétique extraordinaire derrière. La chanson pour vous, c'est quoi? C'est essentiel à votre vie? C'est quelque chose... Vous écoutez sans arrêt de la chanson chez vous? C'est comme de l'oxygène pour vous? C'est quelque chose dont vous vous nourrissez? Oui, oui, bien sûr. Moi, j'écoute toujours mes anciens amours, hein, que ce soit Ferré, Brassens, Brel, tout ça. Je connais leurs chansons par cœur, de toute façon, et même des chansons de chanteurs qui n'étaient pas auteurs-compositeurs, que j'aimais beaucoup aussi. Oui, je crois que je me permets de vous couper la parole, c'est une de vos singularités, c'est que vous êtes autant fan de chansons des autres, vous connaissez des couplets et des refrains par cœur de multiples artistes, vous ne vivez pas que sur vous-même, quoi. En fait, vous écrivez, vous êtes un auteur... C'est-à-dire que si on est replié que sur soi-même, si on n'écoute pas du tout ce qui se fait, on s'éteint très vite, hein. Et moi, depuis, vous savez, à partir de la cinquantaine, on commence à vous demander ce qu'on appelle des golds. C'est-à-dire que la télévision, pour pouvoir chanter une chanson nouvelle, il faut chanter un gold. Voire maintenant, pour passer à la télévision, il faut chanter un gold, simplement. C'est pour exister. Alors, donc, ça, c'est pas à partir de mon âge. C'est à partir de la cinquantaine. Donc, pour imposer des nouvelles chansons à partir de cet âge-là, c'est très difficile. Alors, j'ai écouté tous les nouveaux, tous les Calogero, tous ceux qui sont sortis, que j'ai beaucoup aimés. Les Calogero, j'ai beaucoup d'affection pour lui, et tous ceux qui sont arrivés pendant et après moi, les Cabrel, les Souchon, les Goldman. Il vous arrive d'écrire pour la jeune génération. On en reparlera tout à l'heure. Oui, non, à un moment donné, j'ai pas eu de chance parce que Berger m'avait dit que, après Napoléon, il m'avait invité à dîner et il m'avait dit quand tu veux revenir à la chanson, il dit je suis ton homme. Et donc, et malheureusement, il a disparu entre-temps, et donc si j'étais revenu à la chanson, je serais passé par Berger. Ça aurait changé beaucoup de choses. Voilà, c'est comme ça. Mais la vie est comme ça. On écoutait quoi chez monsieur et madame Chauvier?
à la maison? Beaucoup d'opéra, des choses. Mais vous savez, c'est pas une époque où on avait des tourne-disques comme aujourd'hui, facilement. Moi, j'écoutais beaucoup chez les copains. Hein. Il y avait les premières radios quand même. Il y avait les radios. Il y avait, ah, ça oui, les radios, on écoutait beaucoup la radio, la famille du raton, tout ça j'ai connu. Des pièces de théâtre qui étaient diffusées à la radio à cette époque-là, les chansons de l'époque. Et puis, bien sûr, moi j'avais des copains qui avaient des parents progressistes et j'allais écouter en sourdine, en cachette, Brassens. Beko. Voilà, Beko et tous les autres. Enfin, Beko encore, si c'est une question de moi. Après, il y a le tourne-disque qui est arrivé un peu plus tard. Il est arrivé, je dirais, dans les années 52, 53, 54. Milieu des Voilà. années 50. Mais à quel moment Serge Chauvier se dit « je vais devenir Serge Lama, je vais devenir chanteur. Mon métier, ce sera de faire ça, et voilà, c'est ça, c'est ma voix, c'est ça ». Est-ce que vous avez le souvenir précis de cet instant, de ce moment où vous vous êtes dit « c'est ça et ce sera pas autre chose ». Oui, je dirais que ça a commencé à 5 ans. Déjà à 5 ans. Oui, à 5 ans, et que ça s'est affirmé le jour où j'ai choisi mon nom. C'est-à-dire autour de 14-15 ans, j'ai essayé plusieurs pseudonymes, et puis c'est finalement Lama qui m'a le plus plu, si j'ose dire. Et après, Serge Lama, ça me trottait dans la tête. Et puis, à partir de l'Olympia en 54, moi, tous les soirs, je m'endormais en m'imaginant que je rentrais sur la scène de l'Olympia. Mais tous les soirs, je ne dis pas ça, c'était tous les soirs. C'était comme un devoir. C'est un devoir à faire comme un devoir d'école. Toute ma vie, jusqu'à l'âge de 29 ans, je me suis endormi tous les soirs en me disant que je rentrais sur la scène de l'Olympia. Alors, vous parliez d'Olympia, vous disiez que tous les soirs, jusqu'à l'âge de 29 ans, vous vous rêviez faisant votre entrée à l'Olympia. Quand on parle de l'Olympia, on ne peut pas ne pas évoquer Gilbert Bécaud. Bien sûr, qui a été le premier avec Lucienne Delisle en vedette, il faut se souvenir. 54. Pour qui on a cassé, paraît-il, des fauteuils à l'Olympia. Tout à fait, on le dit, enfin en tout cas. Et dans ce rendez-vous, dans ce mélodie de votre vie, Serge, vous avez choisi Bécaud. Bécaud, c'est quelqu'un que vous avez rencontré. Quel était votre rapport avec lui? C'était comme un grand frère pour vous? On a fait une chanson ensemble. Oui. On a fait une chanson qu'il a chantée d'ailleurs. Gilbert, il était très tourné vers lui-même. Hein. C'était un égocentrique, ce qu'on est tous dans ce métier. C'est un peu le propre de tous les artistes. De tous les artistes, mais lui, il était particulièrement égocentrique. C'était quelqu'un il fallait toujours qu'il soit en action, il fallait toujours qu'il fasse quelque chose. C'était pas... C'était bien parce que j'étais heureux d'avoir fait une chanson avec Gilbert Bécaud, et puis en même temps, c'était pas un tempérament qui me convenait tout à fait. D'accord. Oui. Et sur scène, cette espèce de boule de vent, on l'avait sur c'était extraordinaire. Quand j'ai vu ça, j'étais tout petit, quoi, 54, vous imaginez. Ça. Et puis je l'ai revu après, à chaque fois, Bécaud, c'était celui quand même qu'on allait voir. Les autres, on n'allait pas les voir, moi je les voyais en cachette. Il est venu vous voir, lui? Une fois. Une fois, mais il détestait aller voir les autres. Il était vraiment tourné sur lui-même. Oui, il me l'a dit. Il m'a dit détester aller voir les autres parce qu'il avait peur que ça l'influence. Ça vous rend triste de voir qu'aujourd'hui, Bécaud, on ne l'entend plus beaucoup à la radio? Ben oui, c'est celui qui a le plus disparu de ces anciens-là. Des pères fondateurs qui a quand même été... le Johnny Hallyday d'une époque. Bien sûr, pour expliquer aux jeunes ce qu'était Bécaud. C'était vraiment un chanteur pour la jeunesse. Et il chantait des chansons, et puis il avait des chansons formidables, hein, des mélodies qui ont fait le tour du monde. Bien sûr. Donc je pense que peut-être le costume-cravate lui a fait du tort. On sait que c'est le look, c'est plus la forme que le fond. Il y a eu un moment, oui. Il y a eu un moment où il aurait peut-être dû changer, s'adapter. Aznavour l'a fait tout le temps. Aznavour était parfois même ridicule, on peut dire. Mais il le faisait et il allait vers ce qui était le présent. Toujours. Quelques vestes Bordeaux en velours oui, frappé, voilà, un peu bizarre, superbe. Puis on a l'impression qu'il s'était mis avec les rideaux de la chambre. Ce sera répété et déformé. Vous y pensez, ça, à la postérité? Est-ce que vous allez laisser? Non. Ah non, mais je crois que personne n'y pense. Vous savez, quand on voit les chansons qui sont restées depuis tellement de siècles, vous
savez, il y a Le temps des cerises, il y a Plaisir d'amour, et puis ça va pas très loin, hein, les chansons qui sont restées de Béranger, il n'y a pas une seule chanson, alors que ça a été un chansonnier qui était plus célèbre que Victor Hugo en son temps. Oui. Donc, vous savez, les chansons qui restent, c'est tout à fait un hasard extraordinaire, parce que tout à coup, il y a un truc qui fait que cette chanson continue à exister. Ouais. Alors Serge, je vous propose de continuer à survoler votre carrière. Il y a un truc que je ne savais pas. Je connaissais votre rencontre avec René Lebas, qui va vous faire enregistrer vos premières chansons, à 45 tours, 4 titres, comme on les faisait à l'époque. Mais avant, j'ai vu que vous aviez passé, vous avez fait un court passage chez Mireille. Oui, très court. Vous y croyez, vous, aux écoles de talent? Non. Non. C'est clair, non, c'est clair. D'ailleurs, elle m'a dit, parce que les élèves de Mireille m'avaient vu dans un concert quelque temps auparavant, et c'est eux qui avaient parlé de moi à Mireille. Et Mireille m'auditionne, et puis elle me dit, je ne vois pas ce que vos camarades vous trouvent. Et je la regarde dans les yeux, je lui dis, ben, écoutez, madame, dans quelque temps, vous verrez. Et je suis parti. Vous lui avez dit ça? Je lui ai dit ça. Parce qu'elle avait un côté institutrice et je n'aimais pas ça. Déjà, à la télé, quand je la voyais, alors du fait que les élèves m'ont... Alors j'étais un peu... J'ai vu quand même aller faire un tour, mais je ne me sentais pas être dans une école, effectivement, comme vous le dites. Je ne crois pas beaucoup... ça, ce n'est pas un métier qui s'apprend. Ça s'apprend sur le tas, ça s'apprend sur la scène. Avec des larmes, avec de la sueur, avec de la sueur, avec des doutes, en observant les autres aussi, et prendre, parce que quand on regarde quelqu'un chanter, on peut prendre quelque chose qui n'est pas une imitation, mais qui est une chose de base, qu'il faut adapter à soi-même. Et donc, il faut voir les autres, et puis il faut faire du terrain, quoi. Mais Serge, qu'est-ce qu'il faut avoir au fond de soi pour répondre, alors qu'on n'a pas 20 ans, à Mireille, qui était un monument quand même, vous verrez, madame, et vous comprendrez dans quelques temps, c'est... Ben, j'avais l'assurance des gens qui ont une peur intérieure viscérale, c'est ça. Mais par-dessus, une insolence. L'insolence de la jeunesse, et finalement, j'ai eu raison quand même. C'est moi qui ai eu raison. Je pense que j'ai pris le bon chemin, j'ai fait des auditions dans 2 cabarets, dont le deuxième m'a pris, c'était l'Écluse. Et là, tout a commencé. Voilà. La rencontre avec René Lebas, le fait d'entendre votre voix pour la première fois enregistrée sur une petite galette, il y a dedans une chanson qui connaîtra un grand succès ensuite, à 15 ans, que vous avez remis, que vous avez replacé dans votre tour de chant dans les années 70. Est-ce que ça a changé? C'était quoi? C'était vos premiers galons? C'était se retrouver enfin sur disque? C'était important pour vous? Ouais, c'était très important, surtout à l'époque, de faire un premier disque, c'était capital. Et puis, en revanche, j'aime pas trop ma voix, moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais moi, j'écoute ma voix, ça me gêne. Votre voix à l'époque ou votre voix actuelle? Non, ma voix en général, et me voir aussi. J'aime pas me voir à la télévision, donc je suis très séparé de moi-même pour ça. Quand je m'écoute, ça ne m'apprend rien. Si j'écoute les autres, ça m'apprend quelque chose. Et quand vous rentrez chez vos parents avec ce premier disque à 15 ans et 3 autres chansons et que vous leur montrez ça, c'est quoi? C'est une victoire? Parce qu'ils suivaient ça d'un regard oui. Pas forcément enthousiaste. Oui, non, mais pour eux, j'étais pas encore sorti d'affaires. D'histoire, d'accord. En premier disque, mon père aussi, il en avait fait des disques. Alors, il fait un premier disque, il croit que c'est arrivé, et peut-être il se disait, mes parents, même je suis sûr, qu'ils se disaient ça. Et sincèrement, il vous est arrivé de douter? Il vous est arrivé de vous dire, allez, je vais aller trouver du boulot, et puis voilà? Non, je crois que je faisais partie de ces artistes qui, même quand ils doutent, ils se disent je doute, mais je vais y arriver quand même. Mais parce que le doute, on le sait bien qu'on doute, mais à l'intérieur. Mais à l'extérieur, on dit qu'on ne doute pas. Alors donc, ça fait une force supplémentaire. Il faut tenir à ses propres yeux, quoi, en fait. Oui, voilà, c'est ça. En quelque sorte, oui, c'est ça. Un soir, dans une émission de Jean-Louis Foulquier, j'ai entendu cette question que lui posait Jean-Louis Foulquier, Léo Ferré répondre « Le talent, après un long silence », un silence à la radio, c'est long, hein, oui, 30 secondes. À la Ferré. À la Ferré. Le talent, c'est tenir. Est-ce que c'est quelque chose que... C'est vrai, je suis d'accord. C'est tenir, il y a des moments où il faut tenir. Il y a plein de moments dans toute une vie de chanteur. Moi, j'ai maintenant 52 ans de vie de chanteur.
Et il y a des périodes où il faut tenir. Tenir contre vents et marées, tenir contre tout et tous, surtout. Et il y a toujours des moments dans une carrière. Une carrière, elle n'est pas d'un bloc comme ça. Elle a des tas de fossés, elle a des vallées, elle a des montagnes. Et il faut, c'est le mot, tenir. Et c'est là où on voit la différence entre le bon grain et l'ivraie, quoi, en fait. Peut-être, peut-être. C'est à l'Écluse que vous rencontrez Barbara? Oui, bien sûr. C'est à l'Écluse que j'ai rencontré Barbara, qui était un personnage absolument indescriptible, insensé, indicible. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai connu cette époque, moi, où autour d'elle, les gens l'incitaient à ne pas chanter ses chansons. J'ai connu ça, moi. Elle a chanté, un soir, elle a chanté Nantes. Oui. Elle a chanté Nantes. Et tous ses copains autour d'elle lui disaient, tu sais, non, il faut pas. Moi, Nantes, j'avais trouvé ça extraordinaire. C'était pas à l'Écluse, hein, c'était ailleurs. Il y avait qu'elle qui J'avais pouvait trouvé chanter ça extraordinaire. Et c'est drôle autour d'elle, comme quoi il faut quand même, quand on a une idée dans la tête, quand on est sûr de soi, et là, Barbara, elle a pris les choses en main, en quelque sorte. Parce que même des amis à elle n'étaient pas... l'a découragée. Oui, il l'a découragée. Tu dis, oui, mais tu chantes tellement bien les chansons des autres, qu'est-ce que... Tu t'es pas faite pour écrire, t'es pas fait... J'ai entendu ça. Alors, j'ai compris beaucoup de choses. Hein. Vous savez, moi, j'écoutais. Je ne parlais pas beaucoup à cette époque-là. Et j'étais très, très timide. Et je peux vous dire qu'on comprend là aussi beaucoup de choses. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir fait une petite halte aujourd'hui dans les studios de la SACEM, qui sont devenus pour l'occasion les studios de Mélodie. Merci beaucoup Serge, merci à vous, merci.